Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, notre pays traverse une crise grave. Une crise, c'est un moment où on ne sait pas toujours ce qui va advenir, mais où on sait déjà ce qui ne doit plus être. Et il y a trois choses qui ne doivent plus être, qui sont devenues insupportables aux yeux des Français. Premièrement, le fait que travailler ou avoir travaillé ne permet plus de vivre décemment. Deuxièmement, des pouvoirs successifs qui font comme si cela n'existait pas, en ignorant ces Français qui travaillent, pour ne se soucier que de ceux qui sont plus pauvres ou de ceux qui s'en sortent bien quoi qu'il arrive. Troisièmement, la gouvernance solitaire et l'arrogance d'une majorité ou des majorités successives qui, pour ce qui concerne la vôtre, ne peut plus durer et n'aurait jamais dû commencer. En effet, avec le chamboule-tout de la présidentielle, vous auriez dû comprendre que vous avez été élu par une demande de plus de respect et de considération de la part de nos concitoyens qui ont défait les structures politiques existantes en espérant de nouvelles pratiques, ce que vous appeliez le nouveau monde. Las, 18 mois après, celui-ci est déjà mort et bien mort. Au lendemain de sa victoire, votre majorité a immédiatement repris l'arrogance de ceux qui les ont précédés. Pensant qu'avoir une majorité absolue dans cet hémicycle, grâce à un système électoral déséquilibré, vous donnez le pouvoir d'avoir raison toujours et de ne jamais écouter personne, même les opposants qui, comme le groupe UDI, Agir et Indépendants, ne demandaient qu'à servir les Français. Et cette arrogance, elle va des petites phrases humiliantes du président de la République qui ont été rappelées tout à l'heure, au vote de ces taxes sur les carburants, insupportables pour des Français qui ne vivent pas au cœur des grandes métropoles mondialisées, qui ont besoin de faire 60 ou 70 kilomètres par jour avec leur voiture pour travailler, pour conduire les enfants à l'école ou pour faire leurs courses. Dans tous ces moments-là, dans toutes ces décisions-là, vous n'avez pas su entendre ceux qui cherchaient à vous alerter et à aider les Français. Mais dans ces moments graves, je ne suis pas venu à cette tribune pour vous expliquer combien nous avions eu raison avant les autres ou plus que les autres. Je veux plutôt lancer un appel à la responsabilité de tous et tracer les perspectives afin que ce que nous vivons, Monsieur le Premier ministre, s'achève sans remise en cause de nos principes démocratiques, sans violence et, si possible, sans mort supplémentaire. Samedi dernier, en plein Paris, la situation n'était plus contrôlée et elle risque, samedi prochain, de devenir incontrôlable. Nous avons donc tous à être responsables. Nos forces de l'ordre, à qui nous rendons un hommage unanime, sont à bout et chacun peut le comprendre. Il est de la responsabilité du président de la République de s'adresser aux Français le plus rapidement possible. En tant que l'élu de la nation, en tant que garant de l'unité de la nation, il doit ramener le calme le plus rapidement possible et redonner de l'espoir. Nous regrettons son invraisemblable silence et son entêtement à ne rien écouter ni céder jusqu'à hier. Mais à vous, Monsieur le Premier ministre, les membres de notre groupe veulent dire que ce qui nous préoccupe va au-delà de la fiscalité écologique. C'est le reste à vivre de nos compatriotes qui est devenu incontournable. Et plus largement, c'est le consentement à l'impôt, fondement de notre démocratie, qui est questionné comme jamais. Vous faites face, non sans y avoir pris votre part, à une injustice, à un ras-le-bol fiscal qui couvre depuis des dizaines d'années. Cette injustice et cet effet fiscal ne sont pas des sentiments, ce sont des réalités. La responsabilité est partagée. Celle du gouvernement, dès son arrivée, était de répondre à ce ras-le-bol fiscal. C'est de là que naît le mouvement actuel. Dans cette France des ronds-points et des barrages filtrants, il y a des Français aux revenus modestes qui ne s'en sortent plus et des classes moyennes qui ont peur de tomber dans la pauvreté, bien qu'elles travaillent ou aient travaillé. Dans ces conditions, revenir sur ces décisions, Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas une défaite, c'est une preuve d'intelligence. Vous l'avez fait bien tard. Nous espérons qu'il est encore temps. Mais au-delà de ce recul incontournable, il reste à rééquilibrer l'effort fiscal et social qui n'est pas suffisamment réparti équitablement. Vous ouvrez 6 mois de débat. À nos yeux, vous devez suivre ce débat avec 3 lignes directrices pour accomplir le changement tant promis par vos prédécesseurs et que vous n'avez pas encore réalisé non plus. Premier changement, la France doit s'adapter à la mondialisation pour être plus forte, mais elle doit le faire sans sacrifier la moitié de la cordée, comme c'est le cas aujourd'hui. Deuxièmement, nous devons conserver le défi climatique, qui risque d'être le grand perdant de cette crise, comme un objectif prioritaire. Mais vous le mesurez désormais, cette bataille, vous ne pourrez pas la mener contre le peuple, mais seulement avec lui.
pour s'adapter à la mondialisation, sans jeter aux oubliettes une partie des Français et rendre compatible la transition énergétique avec la justice sociale. Vous aurez besoin de vous appuyer sur une Europe plus unie, plus forte et plus fédérée. Troisième ligne directrice. Mais avant de débattre sereinement, Monsieur le Premier ministre, nous appelons tous au retour au calme. Et pour cela, vous devez aussi retrouver, je vous l'ai dit lundi, le chemin de la justice fiscale et sociale. C'est pour ça que nous proposons, par exemple, pour les retraités, que la CSG soit abaissée lorsqu'ils ont moins de 1 700 € de retraite, qui restent aussi des petites retraites. Pour les salariés, de défiscaliser et d'exonérer de cotisations sociales les heures supplémentaires pour ceux qui gagnent moins de 2 000 € par mois, afin qu'ils puissent terminer le mois. Pour les locataires, de rétablir les 5 € d'APL que vous aviez supprimés, que nous avions combattus et qu'on vous avait reconnu que c'était une erreur. Les avancées sociales que nous vous proposons coûteraient environ 4,5 milliards d'euros. Et comme nous sommes des élus responsables, soucieux de notre dette et de notre déficit excessif, nous proposons de les financer par 2 mesures. Une diminution de 5 % sur les niches fiscales qui profitent aux plus riches, à l'exception de celles concernant les Outre-mer et les associations caritatives. Une surtaxe, un droit d'accise, sur les produits de luxe, à l'instar de celle que vous avez mise en place sur les yachts, mais avec une assiette plus large, afin que les plus riches contribuent au rééquilibrage social que nous appelons de nos vœux. Après ces mesures d'urgence, vient l'étape suivante, celle qui consiste à reconstruire le lien perdu dans notre République. Le président de la République a voulu un lien direct avec les Français. Il l'a. Il a voulu se passer des corps intermédiaires, élus locaux, parlementaires, représentants syndicaux, qui ont ressenti un réel mépris dont l'exécutif récolte aujourd'hui les fruits. C'est là la faute originelle. Lorsqu'il n'y a plus d'intermédiaires, chers collègues, les manifestants les plus vindicatifs, on l'a vu, se présentent à Paris et veulent marcher sur l'Élysée. Des tas de livres ont été écrits là-dessus, sur le caractère de notre peuple, un peuple qui est en même temps monarchiste et régicide. Eh bien, Monsieur le Premier ministre, pour éviter que le peuple soit régicide, c'est la monarchie qu'il faut abattre. On me dit certes monarchie républicaine, mais monarchie quand même. Souvenez-vous, elle était même à ses débuts, en début de quinquennat, jupitérienne et quasiment de droit divin. Cela passera par une réforme des institutions bien plus ambitieuse que celle que vous avez portée, car les manifestants interpellent aussi notre modèle démocratique. Cette réforme devra permettre au Parlement d'être la chambre d'écoute des Français et plus seulement la chambre d'écho du gouvernement. Il faudra aussi inventer des mécanismes permettant au peuple de faire irruption dans ses affaires entre 2 élections, entre 2 mandats. Je veux vous prendre un exemple. Nous avons des centaines d'agences dénoncées par la Cour des comptes, car elles sont financées par nos taxes, pour s'enquérir chaque jour de la vie quotidienne des Français. Et la plupart du temps, elles ne voient rien venir. Ne croyez-vous pas, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, qu'avec 100 ou 200 citoyens tirés au sort et consultés sur vos taxes, sur les carburants, vous auriez gratuitement évité une telle erreur? C'est d'ailleurs une bizarrerie de notre démocratie d'associer des citoyens dans des jurys populaires pour condamner quelqu'un à la prison à perpétuité, mais qu'il ne soit jamais associé, ni en première intention, ni en appel, lorsqu'il s'agit de leur vie quotidienne. Résultat, ils n'ont plus que le recours de la rue quand le pouvoir se trompe. Reconstruire le lien perdu de la République, cela passe aussi par le retour sur le devant de la scène d'un dialogue véritable avec les corps intermédiaires. Un dialogue, Monsieur le Premier ministre, dont on n'a pas dicté les conclusions avant même de s'asseoir à table. Nous devons ensemble redéfinir une stratégie qui concilie une fiscalité juste et efficace, un pacte social garantissant qu'on puisse vivre de son travail, une transformation énergétique qui soit rapide et supportable par tous les Français. Notre groupe demande un Grenelle social, fiscal et environnemental qui réunisse justement ces corps intermédiaires et soit décliné dans chaque arrondissement départemental comme au niveau national. Ce travail de concertation que Laurent Berger avait appelé de ses vœux le mois dernier, et nous avec, à plusieurs reprises lors des questions au gouvernement, doit se décliner dans chaque département, dans chaque arrondissement. Les réalités ne sont pas les mêmes à Paris et en Lozère. Les transports sont différents dans la métropole lilloise ou dans le territoire de Belfort. Les revenus et les loyers inégaux en Ille-et-Vilaine et en Alsace. Notre modèle social est certes considéré comme généreux, mais il reste inégalitaire. Nos services publics sont performants. Mais dans notre pays où les dépenses publiques représentent 56,4 % du produit intérieur brut, nous sommes convaincus qu'il est possible de faire aussi bien avec moins. Il est plus facile et plus juste
de baisser les dépenses publiques que d'augmenter les taxes. Le gouvernement a fait l'inverse, il a préféré raboter quand il fallait trouver des économies structurelles. Ce manque de stratégie de baisse de la dépense publique a conduit le groupe UDI, Agir et Indépendants à vous alerter dès le début du quinquennat, puis à voter cette année majoritairement contre la loi de finances. Notre responsabilité collective, chers collègues, en conclusion, est historique. Pour nous, il faut, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et de la majorité, que vous fassiez les gestes sociaux qui permettront de revenir au calme et, en même temps, il est impensable de retomber dans les travers qui ont conduit à la crise. Majorité comme opposition, il nous revient à tous d'agir en tant que responsables politiques, c'est-à-dire de ne pas courir derrière une popularité éphémère en flattant les opinions contradictoires. Le stade de la démagogie dans cette crise est largement dépassé, celui de la politique politicienne aussi. Il nous revient désormais de faire vite, Monsieur le Premier ministre, et en même temps de penser loin. Merci, Monsieur le Président.